Alors, vous le savez, la Pennsylvanie est l'État qui est sous tous les regards, qui reçoit toute l'attention des candidats, et même s'ils font des meetings de campagne. Je vous dis, ce soir, on sera en Géorgie avec Kamala Harris. Dans la réalité, l'essentiel du budget publicitaire, des budgets de campagne, des opérations de porte-à-porte, l'essentiel des meetings est du côté de la Pennsylvanie, qui est parmi les États clés, hein. Thomas vous montre la carte. Évidemment, le plus gros lot avec ses 19 grands électeurs. Et en gros, pour simplifier, même si il y a des exceptions dans ce que je vais vous dire, c'est que le candidat qui va gagner la Pennsylvanie va être dans une position favorite pour gagner l'élection. Si Trump gagne la Pennsylvanie, il reste d'autres manières à Kamala Harris de gagner la présidence, mais elle doit faire quasiment sans faute. Si Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, ça devient très dur pour Donald Trump. D'ailleurs, Thomas, on pourrait regarder la carte, hein, pour nos nouveaux qui arrivent, que vous voyez vraiment que vous mesurez l'impact de la Pennsylvanie, parce que vous allez comprendre par rapport aux chiffres que je vais vous donner. On va parler de ces micro-sondages, combien c'est important. Donc, vous voyez que si vous mettez la Pennsylvanie en bleu. Si vous mettez la Pennsylvanie, hop, on arrive en bleu, donc pour Kamala Harris. Si vous mettez la Pennsylvanie en bleu, je vous rappelle qu'il faut 270 grands électeurs. Le Michigan, c'est aussi aujourd'hui un État où Kamala Harris est favorite, où les chiffres du early vote lui sont actuellement favorables. Et donc, on voit que c'est vrai que du côté de la campagne Trump, on va essayer d'en remporter le Wisconsin, mais si par exemple, il y a souvent un équilibre, le Wisconsin vote pareil que le Minnesota et le Michigan, si Kamala Harris gagne donc le Wisconsin, vous voyez, on arrive tout de suite à 270, donc en maintenant ce qu'on appelle le mur bleu dans le Rust Belt, la ceinture de la rouille, on est à 270. Elle peut perdre le Nevada, elle peut perdre l'Arizona, elle peut perdre la Géorgie, elle peut perdre la Caroline du Nord. Elle est élue. Tout ça parce que elle gagne au niveau de la Pennsylvanie. La seule manière que Trump peut essayer de combler cette défaite en Pennsylvanie, ça serait de gagner tous les autres États qui sont en course. Voilà, de se retrouver à 268 et de venir prendre soit le Wisconsin, soit le Michigan. On a vu, je vous ai signalé ça ce matin dans Maintenant Matin, qu'il y avait du côté du Michigan des groupes pro-Trump qui ont commencé à annuler des réservations de publicité. Normalement, c'est un signe lorsque une campagne estime qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle doit mettre son argent ailleurs, donc peut-être sur le Wisconsin, parce que voilà, vous voyez que sa seule solution, ça serait de gagner le Wisconsin. Donc ça serait la carte la plus catastrophique pour la campagne de Kamala Harris, où elle gagnerait la fameuse Pennsylvanie, mais elle perdrait un des États du Rust Belt et ne réussirait pas à s'imposer, par exemple en Caroline du Nord, en Géorgie ou dans le Nevada, et donc perdrait l'élection. Et on voit que même dans ce cadre-là, si elle vient gagner le Nevada, qu'on va mettre en bleu, ça ne serait pas, ça ne serait pas suffisant. C'est ce qu'on appelle un des paths, un des chemins pour la Maison-Blanche de Donald Trump sans gagner la Pennsylvanie. Donc vous voyez que même si Kamala Harris remporte la Pennsylvanie, ça la met en position de force pour gagner l'élection, mais tout reste possible. Et vice-versa, si Donald Trump gagne la Pennsylvanie, on va voir, et que Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, le Wisconsin, comme on estime qu'elle va la gagner,
et qu'elle gagne la Caroline du Nord, regardez ce qui se passe. Donc, Donald Trump ne serait pas en position suffisante pour gagner. Donc, il y a des scénarios, je voulais juste vous montrer ça, merci Thomas. Il y a des scénarios où Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, mais ce n'est pas suffisant, et d'autres scénarios où Donald Trump gagne la Pennsylvanie, mais ce n'est pas suffisant. Mais en général, la plupart des scénarios font que le candidat qui va gagner la Pennsylvanie va se retrouver en force, et ce n'est pas la première fois. C'était le cas en 2020 aussi, où Joe Biden avait repris la Pennsylvanie. Bon, à l'époque, c'était 20 grands électeurs, on en a plus que 19 cette année. Et surtout, c'était le cas en 2016. Je ne sais pas, Thomas, si on a la carte de 2016 pour vous montrer ça, où Trump avait remporté la Pennsylvanie et ça avait été l'État qui lui avait permis de basculer. Donc, vous voyez, il avait gagné en fait dans tous les États du Rust Belt, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin. Et donc, il avait gagné. Donc, il avait gagné l'élection grâce à ça, même s'il avait perdu au niveau de l'élection générale en voix. Il avait perdu cette élection-là, mais il avait remporté au niveau des grands électeurs de peu. Mais d'ailleurs, on va voir les résultats. Regardez, on va regarder la Pennsylvanie. Vous allez voir, ça ne s'est pas joué à grand-chose avec le face-à-face contre Hillary Clinton. Vous voyez, il y a moins de 50 000 voix entre les deux. C'est assez impressionnant. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et donc, avec ce système américain, 71% des électeurs sont allés voter, 20% des grands électeurs sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump, malgré un résultat extrêmement serré. C'est ce système, à part 2 États, du winner takes all, donc le gagnant remporte tout. Et cette victoire de Donald Trump en 2016 avait d'autant plus étonné qu'au niveau des sondages, au niveau des sondages, entre autres de 538. 538 à l'époque était géré par Nate Silver. On avait prévu une large victoire, en tout cas une victoire facile, aisée de Hillary Clinton. Donc voilà, vous voyez, ça c'est donc les chiffres. 77% de chance pour Hillary Clinton de gagner. On avait vu que la courbe des chances de victoire ne s'était quasiment jamais rapprochée, donc presque 78 en fait, et que en termes de sondage, lorsque on avait projeté, il n'y avait pas photo, même si les courbes paraissent proches. On voit que Hillary Clinton était en avance, et justement, il y avait eu 125 sondages effectués sur la Pennsylvanie. Donc ça, c'est que les sondages du mois d'août, les sondages du mois d'octobre. Donc c'est des mois d'octobre, du mois d'octobre jusqu'à l'élection. Hein, vous voyez, il y en avait vraiment beaucoup. Et vous remarquez que, voilà, vous en avez un qui donnait Trump, mais sinon, en moyenne, on assurait une victoire de Hillary Clinton. Bon, premier enseignement, c'est que voilà, on prend une petite distance avec les sondages. Je voulais vous remontrer 2 choses en général avant de retourner sur la Pennsylvanie. C'est en 2012, l'index RCP qui rassemble donc les sondages, c'est en 2012, entre Romney et Obama. 2012, vous voyez que l'écart est extrêmement limité, hein, en moyenne, alors que dans la réalité, il n'y a pas vraiment eu de compétition. En tout cas, vous avez les chiffres. Et puis, vous regardez que dans les derniers jours, dans la dernière semaine de sondage, vous en avez 2 qui donnent Mitt Romney gagnant. Hein, nous sommes à quelques jours de l'élection.
Donc voilà, soyez vraiment... on va avoir une multiplication des sondages qui arrive. Jean-Marc Léger va venir nous présenter le 4 novembre le dernier sondage de la campagne, mais gardez ça en tête. C'est lorsqu'on regarde les derniers sondages de la fin de l'élection, ben, on a ce sentiment que, OK, Obama est en tête dans 4, ils sont à égalité dans 3, et Romney est en avance dans deux sondages. Et donc voilà, dans le Gallup qui à ce moment-là était considéré parmi les meilleurs parce que c'était lui qui avait un des plus gros échantillons. Il avait 2700 personnes. Et donc, quand il est sorti, je suis allé revoir les titres de l'époque. Pour le coup, c'était la panique de partout en disant, ben voilà, Romney a réussi en fin de campagne à rattraper Obama et il va gagner l'élection. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est une manière aussi de vous dire, OK, les sondages se trompent. On ne peut pas évidemment comparer les sondages de 2012 à 2016 à 2020 à 2024. Ça, c'est une erreur quand on vous dit oui, mais les sondages, non, les sondages évoluent. Les compagnies de sondage, Jean-Marc Léger nous en a parlé, peaufinent leurs outils année par année. Ça n'empêche pas les erreurs. Il y a des tendances profondes qui sont souvent surévaluées ou sous-évaluées ou complètement ignorées par les sondages. En 2016, ils n'avaient pas vu, parce qu'ils ne pondéraient pas dans leurs chiffres, le fait que Donald Trump était venu chercher énormément d'électeurs blancs non diplômés. Il n'y avait pas cette différence. Cette catégorie, n'existait pas à l'époque où on faisait une différenciation entre les électeurs de savoir s'ils étaient diplômés ou s'ils ne l'étaient pas. 8 ans après, ça paraît complètement fou, tellement c'est un facteur ultra important de ces élections, mais en 2016, on ne le faisait pas. En 2020, les instituts de sondage n'avaient pas vu monter du côté de Donald Trump cette vague dans les niveaux dans l'Amérique rurale, qui est dure à mesurer, hein, d'aller sonder des personnes qui viennent d'endroits extrêmement limités et de savoir que votre panel, hein, lorsqu'on vous dit, voilà, la Pennsylvanie, c'est tel ou tel chiffre, dans la réalité, ça veut dire quoi? Combien d'électeurs vous avez qui viennent de Philadelphie, qui est une très grande ville, et combien vous en avez qui viennent de n'importe quel, de Allentown, ou encore plus petit, on va en parler tout à l'heure, donc de lieux qui sont extrêmement limités en termes de personnes, où Donald Trump, et on a le même phénomène au Nevada, où par exemple, il a fait 80-90% des voix. Donc, il s'était raté sur ça. La question que l'on a cette année, c'est est-ce que les instituts de sondage vont réussir à mesurer correctement, parce qu'ils ne l'ont pas fait en 2022, ils ne l'ont pas fait en 2023, le vote des femmes, donc en réponse aux décisions de la Cour suprême. Est-ce qu'ils vont réussir à voter, à estimer correctement le nombre de républicains qui décident de ne pas voter pour Donald Trump ou de voter pour Kamala Harris, hein? C'est ce qui est un petit peu périlleux. C'est pour ça que j'incite à la prudence au niveau du early vote. Et pour l'instant, les seuls chiffres que je vous montre sont, par exemple, cette différenciation par genre. Parce que aujourd'hui, lorsque on vous dit il y a X millions ou X centaines de milliers du Nevada, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, au Michigan, il y a X centaines de milliers de républicains qui ont voté, on a cette tendance à se dire, bah, tiens, donc ce sont des votes pour Donald Trump. La même remarque fonctionne du côté démocrate, mais il n'y a pas eu d'effort du côté de la campagne de Donald Trump de venir chercher des électeurs démocrates. Alors que l'on sait que depuis des semaines, tous les efforts de la campagne de Kamala Harris sont justement, en tout cas une grosse partie des efforts de la campagne de Kamala Harris,
sont justement dans cette volonté d'aller chercher des électeurs républicains. Et donc, quand quelqu'un est républicain et va voter pour Kamala Harris, ça n'apparaît pas dans les chiffres du early vote, parce que les chiffres du early vote mettent en avant uniquement la couleur politique de la personne. Donc, ça ne veut pas dire, ah ben tiens, les républicains sont en avance dans cet état-là, ça veut dire que Donald Trump l'est. On ne le sait pas. Pour la même raison, aujourd'hui, il y a un énorme focus sur le Nevada en comparant les chiffres démocrates et républicains, alors que les chiffres qui sont le plus importants ces derniers jours, en fait, qui sont en progression complète, même s'ils ne sont pas les plus importants en nombre, mais qui sont en train de remplacer tout le monde, ce sont les gens sans étiquette politique. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, au Nevada, l'inscription est automatique sur les listes électorales lorsque vous demandez un permis de conduire et elle se fait sans vous demander votre appartenance politique. C'est à vous après d'aller la signaler pour pouvoir voter aux primaires. Donc il y a une énorme catégorie de votes sans étiquette. Est-ce que ces gens votent pour Donald Trump ou est-ce que ces gens votent pour Kamala Harris? On ne le sait pas. Donc voilà, encore une fois, c'est une raison d'être prudent. Et je vous parlais justement, Thomas, on est dans le dossier divers, je vous parlais justement de ces républicains qui votent pour Kamala Harris. Ces 3 derniers jours, il y a eu dans des États clés, euh, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, des élus républicains, des élus locaux, des anciennes gloires de la politique, des légendes locales de la politique qui ont été des élus du Sénat, des élus de la Chambre des représentants. Chaque jour, c'est ce qu'on appelle le drip, 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 des petites gouttes qui tombent, pop, pop, pop. Donc, il y a eu tous les jours depuis quelque temps des élus républicains qui viennent annoncer publiquement qu'ils ont voté pour Kamala Harris. Je vais vous montrer l'interview, c'est une télévision locale, du maire d'une petite ville, d'une bourgade du Wisconsin, qui est en pleine terre Donald Trump, et vous allez l'écouter. Republican city in Wisconsin's largest Republican county. It's difficult. I mean, the easy thing to do is to just not say anything. Waukesha Mayor Sean Riley grew up Republican and voted that way for most of his adult life. I also feel just in my heart that this is something that I need to come out and say. Saying something that might upset the people who put him in office. I am going to be voting for Vice President Harris to become our next president. Riley tells me he voted third party in 2016, voted for President Joe Biden in 2020, but kept that to himself. For other offices, he says he votes Republican more often than not. Now this red city mayor's publicly endorsing blue for president. I am terrified of Donald Trump becoming our next president for all the reasons I've indicated. He's already been impeached twice. He's been convicted of felonies, and this is not what the United States needs. Riley says he left the Republican Party on January 6, 2021, when supporters of the former president stormed the Capitol. Trump won the city of Waukesha in both 2016 and 2020 by 11 points in 2016, and in 2020 that lead shrunk to 5.5 points. Voilà, quand le maire de Waukesha, Wisconsin, va voter, il est toujours républicain. Lorsqu'on va regarder les statistiques du early vote, sa voix est uniquement affichée comme républicain. On ne sait pas pour qui il a voté. Le vote reste anonyme, soyons extrêmement clairs. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, soyons prudents sur tous les calculs qui sont faits État par État, sans compter les États qui n'ont pas ces chiffres-là. Donc là, on est vraiment lire dans du marc de café, et donc de dire, OK, son vote va apparaître dans la colonne républicaine, mais ça ne veut pas dire qu'il a voté. Vous le voyez, il vote pour Kamala Harris. Et encore une fois, petite parenthèse, l'importance du facteur du 6 janvier sur ces électeurs-là, c'est ce qui leur permet de franchir la frontière, de voter pour Kamala Harris et de l'annoncer. Mais on va revenir en Pennsylvanie, c'était juste une parenthèse sur le early vote, parce que je vois
je vois circuler beaucoup de choses et beaucoup d'interprétations rapides, quelquefois sur des comptes francophones, mais principalement sur des comptes américains, où tout le monde s'est imposé comme spécialiste de ces données et compare des choses qui sont impossibles, comparer 2020, 2022, 2024. Ce n'est pas le cas et donc on risque d'avoir on risque d'avoir des surprises lorsque on aura les vrais chiffres et lorsqu'on va comparer avec les interprétations que vous voyez passer. Vous allez voir, c'est pas la même raison. Donc, on vient de parler de justement donc des sondages, hein, les 125 qui ont été faits. On est toujours en 2016, les 125 qui ont été faits. Je vous ai montré en 2012 les derniers sondages qui se partageaient. Personne se mouillait vraiment, donc avec en gros un point d'avance pour Obama ou un point d'avance pour Romney ou à égalité. Hein. Tout ça, c'est lié à ce fameux phénomène que Jean-Marc Léger vous a expliqué. Hein, Jean-Marc Léger, qui est le qui est le fondateur de l'Institut Sondage Léger, qui fait partie parmi les plus importants en Amérique du Nord. Et il vous expliquait ce phénomène du herding, qu'on voit très bien, hein, si on peut retourner voir dans le 2012, où on voit que en toute fin, dans les 2 dernières semaines, donc nous sommes là des instituts de sondage, c'est que tout le monde rapproche ces chiffres en se disant, voilà, on sait jamais, il faut faire attention. Pour la même raison, donc, il faut être prudent. On est toujours euh, dans l'importance d'aller voir ces micro-sondages dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer, par exemple, ce matin, TIPP, que je critique largement. Donc, pour vous montrer qu'il faut avoir cette rigueur intellectuelle de partout. Hein. Là, je vous ai expliqué ces problèmes de méthodologie. Le fait que c'était un institut de sondage, même si en 2020, il avait trouvé, c'est celui qui a été considéré qui était le plus proche de la réalité, des swings comme ça de campagne, c'est le problème lorsqu'on a ces trackers au quotidien, à un moment où la campagne ne bouge pas, il n'y a pas des swings énormes comme ça. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, ce sondage-là donne une avance à Hillary Clinton, mais à Kamala Harris, mais ce sont des sondages à ne pas prêter trop d'attention. Ils vont vous faire plaisir, mais pour moi, ce sondage-là a autant d'intérêt que lorsqu'il donnait Donald Trump à 49%. C'est-à-dire que dans la réalité, il ne faut même pas les regarder. Et puis on va parler, hein, avant de rentrer dans ces nouveaux chiffres que je vais vous partager, et je vais vous expliquer, vous allez voir, je suis en train de vous faire une weave à la Donald Trump, tout va s'enclencher, se connecter, vous allez voir, vous allez à la fin dire « Ah ouais, quand même ». Et donc, Polymarket, hein, Polymarket qui est cité, qui a été cité pendant très longtemps par justement les groupes MAGA qui continuent à le faire, incité par Elon Musk, qui a fait, et puis à mesure où on s'est rendu compte que c'était complètement bidon, Musk l'a fait un petit peu moins, hein, histoire qu'on oublie que c'est lui qui est à l'origine d'avoir poussé Polymarket. Polymarket, je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours, je vous en ai encore parlé hier en vous expliquant que c'est un institut, ce n'est pas un institut de sondage, c'est un site de paris de crypto-monnaie qui est installé à l'étranger, qui est complètement, qui n'a aucune clarté et qui autorise le vote donc en crypto-monnaie, le pari en crypto-monnaie si vous n'êtes pas résident américain. Donc les électeurs américains, ceux qui votent, ne votent pas sur Polymarket. Et la première fois qu'on en a parlé il y a 10 jours, je vous avais expliqué, 10-15 jours, que c'est des systèmes qui étaient sous l'influence de ce qu'on appelle des whales, donc c'est un grand compte, parce que le volume était limité et que c'était très facile de faire bouger les courbes lorsqu'on a un gros portefeuille et que on s'était rendu compte qu'il y avait eu le mouvement qui avait permis à Trump de reprendre la tête de Polymarket au début du mois d'octobre, après son meeting en Pennsylvanie, justement avec Elon Musk,
sur les lieux de l'endroit de sa première tentative d'assassinat. Lorsqu'on regardait les détails des mouvements, on se rendait compte que c'était un seul compte qui avait fait bouger tout ça. Hier, je vous racontais que d'après les informations que l'on commençait à avoir, parce qu'il y a des groupes de citoyens qui ont enquêté, qui sont allés se promener dans le blockchain pour tenter, un petit peu comme le fait reflet.info, pour tenter d'en savoir un petit peu plus pourquoi Donald Trump était passé en tête. Il s'était rendu compte, je vous en avais parlé hier, que c'était à cause de l'activité de 4 comptes et que ces 4 comptes appartenaient à une seule personne. Donc, imaginez l'impact que ça a sur des millions de personnes qui après voient sur les réseaux sociaux ces chiffres-là. La réalité, c'était une seule personne qui avait 4 comptes. Et je vous disais, d'après les premières informations qu'on a, c'est quelqu'un qui est installé en France. Donc, ce n'est pas un Américain, c'est un Français qui fait bouger la cote Polymarket. Et ce matin, un Polymarket qui est attaqué par tous les côtés en disant « Mais attendez, c'est un outil de manipulation de l'opinion publique, parce que c'est ce qui se passe. » Donald Trump utilise les chiffres de Polymarket pour montrer qu'il est largement en tête. Ce matin, Polymarket a été obligé d'un petit peu faire du ménage pour sa réputation et son avenir et a confirmé ce que je vous disais hier et ce que je vous disais il y a une dizaine de jours, que en fait, c'était un seul compte qui faisait ça. Donc, eux considéraient qu'en fait, ce n'était pas une tentative de manipuler le marché, que c'était vraiment un supporter de Donald Trump, mais que c'était lui, c'était ce Français qui a dépensé 45 millions de dollars sur Polymarket pour acheter des actions Donald Trump. Et comme ce sont des marchés qui sont extrêmement limités en valeur, donc quand vous avez quelqu'un qui achète 45 millions, il représente à lui tout seul, il représente l'essentiel des variations du marché. Il fait varier le marché. C'était quelque chose qui s'était déjà produit justement en 2016, où c'était le début de ces paris en ligne, et on s'était rendu compte après l'élection que le marché avait été manipulé par un compte, encore une fois, un compte. Et donc là, voilà, un compte français, 45 millions de dollars investis pour acheter des actions Donald Trump, et donc à lui tout seul, quelles que soient ses intentions, parce que d'après Polymarket, évidemment, Polymarket ne va pas dire en termes de scandale, en termes de réputation, qu'ils se sont fait abuser, que c'est une manipulation du marché, mais à lui tout seul, il a fait qu'aujourd'hui, Donald Trump a 10-15% d'avance sur Kamala Harris en termes de chance sur Polymarket. Une seule personne. Donc évidemment, je suis content de vous en avoir parlé, de vous avoir, dès le début du mois d'octobre, nous sommes le 24, je vous avais informé et alerté sur ces effets, sur cette manipulation du marché. Hier, je vous disais que c'est un Français, et aujourd'hui, on a la confirmation. Et pourquoi donc je vous dis tout ça, pour vous dire, voilà, nous sommes face à une situation qui, quelles que soient les motivations et les raisons, que ce soit d'un côté les instituts de sondage qui pratiquent le herding, que ce soit les instituts de paris, les boîtes de paris en ligne qui peuvent être manipulées par un compte, ou 2 ou 3, donc tout ça, il y a beaucoup de bruit statistique, et il y a peu de clarté. Et donc, on revient en 2016, on va revoir cette courbe de 538, qui donnait 77% de chance à Hillary Clinton de gagner. Elle a perdu 77, on va dire 23, ça veut dire que Donald Trump avait 2 chances sur 10 de gagner, et il a gagné. Lorsqu'on vous montrait les sondages, vous allez voir, on va re-regarder ces sondages, ces 125 sondages, ils ne sont pas tous sur cette page, là, ce sont ceux du mois d'octobre,
Et donc, vous voyez qu'il n'y avait aucun doute que Hillary Clinton allait gagner la Pennsylvanie. Et en fait, dans la réalité, en 2016, il y avait un outil qui avait démontré que Hillary Clinton était en grosse difficulté en Pennsylvanie et que sûrement Hillary Clinton allait perdre la Pennsylvanie. Un outil qui non seulement n'a pas fait la une des médias, mais n'a même pas attiré l'attention de la campagne de Hillary Clinton, qui était assez persuadée, parce que c'était la tradition élection après élection, était persuadée qu'elle allait renforcer, elle allait gagner le mur bleu. Ça n'a pas été le cas. Elle a limité ses impacts de campagne, ses investissements publicitaires. Évidemment, il y a eu des autres facteurs. Elle n'est pas la seule responsable. La présence de Jill Stein dans le Michigan a énormément joué, candidate de troisième parti. La présence massive de Trump qui, lui, a multiplié, il faut lui rendre hommage lorsqu'il mérite, qui a multiplié les meetings dans les dernières semaines de l'élection, dans les derniers jours de l'élection, avec 3 meetings par jour, a compté. Mais donc, il y avait un signe. Et ce signe-là, c'est le micro-sondage. Alors, c'est quoi, on en parle, c'est quoi un micro-sondage ? Le micro-sondage, j'ai hésité à faire une pause pour ma gorge, mais donc le micro-sondage, c'est des analyses, c'est pas du focus group. Le focus group, c'est lorsqu'on interroge des électeurs sur leur attente, leurs besoins, leurs envies, leurs doutes, leurs questions. Le micro-sondage, c'est comme un sondage d'opinion où on va demander aux gens pour qui ils vont voter, mais ils sont faits sur des petites parties géographiques. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la Pennsylvanie dans son ensemble, d'accord, ce qu'on fait, on se dit, ben voilà, cette Pennsylvanie, il y a cette disparité géographique, il y a cette disparité géographique, et dans ces districts, donc on va voir la carte des districts de Pennsylvanie, et entre autres, du coup, ça va nous permettre de voir le numéro 7. Dans ces districts, donc voilà, c'est toute la carte de tous les districts de Pennsylvanie. Lorsque vous êtes directeur d'une campagne, vous les connaissez par cœur, et au sein de ces districts-là, vous connaissez les zones où vous avez des forces et les zones où vous avez, des faiblesses. Et donc, les micro-sondages vont s'intéresser à ces districts, pas n'importe lesquels, ceux que l'on surnomme les bellwether ou les majority makers. Ce sont eux qui, élection après élection, votent comme le reste de l'État. Et donc, c'est extrêmement important. En 2016, par exemple, il y a eu une série de micro-sondages qui ont été faits dans le 7e district. On va parler aujourd'hui donc du 7e district. Et je pense qu'on a une autre carte, Thomas, pour un petit peu changer. Maintenant que vous avez vu la place, non, on peut la garder, excusez-moi. La place, donc le 7e district, pourquoi on considérait que c'était important ? Parce que justement, c'était un district qui était avec une ou deux villes de taille moyenne, avec une partie rurale, avec un électorat blanc qui était principalement issu du milieu ouvrier. Et donc tout ça, syndiqué, milieu ouvrier, tout ça faisait que c'était un électeur que l'on considérait, un électorat qu'on considérait démocrate. Et un mois, puis confirmé 2 semaines avant l'élection, il y a eu une série de micro-sondages faits par des instituts locaux, dont celui du collège Muhlenberg. On va en reparler aujourd'hui. Donc, eux ne font pas de sondage sur
sur l'ensemble des États-Unis. Ils font parfois des sondages sur l'ensemble de la Pennsylvanie, mais leur spécialité, c'est le micro-sondage. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le 7e district et les seules personnes qu'ils interrogent, ce sont des électeurs du 7e district. On est vraiment dans la précision et dans cette précision, ils vont aller en plus après dans leur échantillon s'assurer qu'ils ont des électeurs de tel comté, des électeurs de tel comté. On va en parler tout à l'heure et vous allez voir comment c'est extrêmement important. Et donc en 2016, ces micro-sondages ont démontré qu'il y avait une difficulté avec Hillary Clinton, qu'elle était au mieux en train de à peine gagner ce 7e district avec 5, 6, 8 points de retard par rapport au score habituel des démocrates. Donc elle était en difficulté, au pire, possiblement en train de les perdre. Alors que globalement, lorsqu'on vous sortait les chiffres de la Pennsylvanie, on a vu les 125 sondages, on vous montrait qu'elle était en train, à la limite, de triompher et qu'elle n'avait pas vraiment besoin de faire campagne en Pennsylvanie, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait, 77% de chance, alors que ces micro-sondages indiquaient le contraire. Et en fait, ces micro-sondages avaient réussi à capturer un tremblement de terre électoral qui a coûté les 3 États clés du Rust Belt aux démocrates, le fait qu'une partie de l'électorat blanc, et c'est toujours le cas, touché par la crise économique, qui n'a touché par la mondialisation, a quitté les rangs des démocrates pour voter pour un candidat populiste. Et ce candidat populiste, c'était Donald Trump. Ça nous rappelle le phénomène de la montée du Front National en France, dans le nord de la France. Il s'est passé exactement la même chose au niveau de la Pennsylvanie en 2016. Je pense que justement, on doit avoir quelque part, Thomas, des chiffres de comparaison de 2016. Voilà, exactement. C'est cela. Vous allez voir comment c'est intéressant. Donc, on voit qu'elle a gagné tout juste ce fameux 7e district. Elle a gagné tout juste. Alors qu'on voit que Obama l'avait gagné largement, il avait dépassé les 50% de voix. Et donc, ce chiffre-là était annonciateur de ce qui s'est passé ailleurs. On voit qu'il y a une redistribution de l'électorat. On le voit aussi au niveau des élections, au niveau du Congrès, où on voit que, regardez, en 2018 et puis en 2020, victoire de justesse. Il y a des victoires qui, en fait, sont annonciateurs d'une défaite. Et donc, on voyait que Trump avait cartonné. On va regarder justement les indications démographiques. Vous allez voir ça. Pourquoi c'est aujourd'hui un État, un district, le 7e, qu'il faut surveiller, c'est que c'est extrêmement favorable à Donald Trump. Vous voyez que alors qu'au niveau national, il y a 60% d'électeurs blancs, 60% de blancs, des non-hispanic white, dans le 7e district, il y en a près de 70. Et on sait que c'est là que se trouvent la plupart des électeurs pour Donald Trump. Et donc, les démocrates n'avaient pas vu en 2016 que tout cela était en train de basculer. Et quand on vous parle de la différence en éducation, vous voyez qu'il y a 36% des Américains qui ont un diplôme universitaire, mais dans le 7e district, il n'y en a que 30. C'est extrêmement important tout ça, parce que sur le papier, ça fait qu'on considère que le 7e district est favorable aux républicains désormais, alors que c'était une terre démocrate, est favorable aux républicains. Et en moyenne, l'index de Cook, c'est un organisme qui travaille qu'au niveau justement des élections locales, congrès, etc., donne un avantage de plus de
en général de plus 2 aux républicains. Alors qu'il y a 20 ans, c'était le contraire. La mondialisation et la crise économique est passée par là. Donc pour résumer, on revient sur ce point. En 2016, ces micro-sondages annonçaient tout ça. Et donc, ces micro-sondages permettaient de se rendre compte que Hillary Clinton était en très grosse difficulté en Pennsylvanie, que ça allait être serré et que possiblement elle allait perdre l'élection. Et quand on regarde les résultats que Thomas vient de vous afficher, on voit que ça s'est joué à 50 000 places, à 50 000 voix. Et donc, ce micro-sondage du 7e district est extrêmement important. Encore une fois, on va regarder les déplacements justement des candidats où ils ont fait des meetings dernièrement. Je pense que j'ai dû te mettre la carte, oui, des visites qui ont été faites. Voilà, donc on a les visites qui sont faites. Donc ça, c'est les visites de Donald Trump et de Kamala Harris. Donc on a la carte de la Pennsylvanie et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que on va pas de partout en Pennsylvanie. Lorsqu'on vous dit « Ah, un candidat est toujours en Pennsylvanie », non, l'élection ne se joue même pas. On vous parle des États clés tout le temps parce que c'est simple, mais dans la réalité, une élection ne se joue même pas au niveau de l'État. C'est ça ce qui est fou dans ce système des grands électeurs. Les élections se jouent dans certaines parties des États, au niveau du district. Hein, c'est encore plus choquant quand on voit cette carte-là. On se rend compte que Kamala Harris et Donald Trump vont à peu près exactement aux mêmes endroits et ignorent ensemble les mêmes endroits. On voit que la stratégie ici de Kamala Harris est si on peut regarder la carte globale, Thomas, de la Pennsylvanie, voilà, si on l'adapte, on se rend compte que la stratégie de Kamala Harris sur le... tu peux m'enlever et qu'on ait les deux cartes à côté sur la Pennsylvanie, est d'aller faire justement campagne autour de ce 7e district et autour d'autres districts. Et justement, ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'est en train de faire Kamala Harris, on voit que plus le signe bleu est grand, plus il y a eu de meetings. Ce qui est intéressant dans la stratégie de Kamala Harris ici, elle reprend celle qui a été créée par Fetterman, qui justement a remporté l'élection pour le Sénat. Les sondages de dernier jour, la moyenne de Nate Silver, le dernier jour, lui annonçait une défaite par 3 voire 5 points de retard. Il a gagné parce qu'il a fait cette campagne dans ses terrains républicains. C'est exactement le même schéma qu'a Kamala Harris en Pennsylvanie. Et donc, si on regarde vers le 7e district, on voit qu'il y a cette concentration d'événements de campagne de Donald Trump et de Kamala Harris. Donc, on s'attendait, et les chiffres ont été publiés ce matin, le Muhlenberg vient de publier ces chiffres globalement, donc on va les regarder tout de suite pour le 7e district. Donc on va les voir, Thomas va les afficher. Non, ça arrive, laissez 2 secondes, voilà. Donc, lorsque on regarde le 7e district, et uniquement, donc là on est vraiment dans le micro-sondage de ce majority maker, de ce bellwether, donc de ce baromètre, de cet État qui donne la température sur le reste de la Pennsylvanie, de ce district qui justement avait été en difficulté, qui avait démontré les difficultés d'Hillary Clinton. On voit que c'est Kamala Harris qui est en tête. Donc, c'est un enseignement qui est important. On voit un écart de 3 points. Hein. C'est un écart qui reste encore serré.
mais c'est un avantage qui est quand même, qui commence à être intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans leur micro-sondage, le Bloomberg, qui en termes d'échantillons a donné, dans leur échantillon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plus d'électeurs républicains que démocrates, parce que la géographie aujourd'hui de ce 7e district est à l'avantage des républicains. Donc on voit qu'il y a une partie des républicains qui votent, qui soit ne votent pas, ou soit votent pour Kamala Harris. On va mesurer l'impact. Est-ce que c'est 6%, 8%, 10%, 12%, plus, on verra. Mais c'est peut-être dans ces marges-là que va se jouer l'élection. On va surveiller ça et le soir de l'élection, on va surveiller ça et surveiller le vote des femmes, vous le savez. Et donc, Muhlenberg est allé encore plus loin dans le côté micro, comme il avait fait en 2016 pour Hillary Clinton. Ils sont allés, donc on peut mettre la carte cette fois-ci, la bleue. Ils sont allés, voilà, vous voyez, il y a des grandes zones géographiques. Donc il faut savoir qu'il y a eu des redécoupages et que désormais Carbon County fait partie du 7e district. C'est pas à l'avantage de Kamala Harris, ce qui fait que son score est encore plus fort. Le Carbon County, c'est une terre de Donald Trump où en 2020, il a gagné par 32 points d'avance contre Joe Biden. Donc ça fait partie du 7e district. Bucks, on voit en dessous, c'est un endroit où les démocrates ont toujours une petite avance. Donald Trump a perdu de 4 points à Bucks, mais c'est là où, par exemple, est allé faire son opération de communication dans le faux McDonald's. OK ? Mais donc, du coup, cet institut de sondage spécialisé dans les micro-sondages, qui donne un avantage global sur ce district-là à Kamala Harris, est allé voir au niveau vraiment des counties. Donc, ils sont allés voir le county de Northampton. On le voit sur la carte. Et à Northampton, ils ont trouvé que Kamala Harris avait 4 points d'avance, 51 à 47. Pourquoi c'est important ? Parce que en 2020, Joe Biden avait fait 49,8, donc là, elle ferait 51. Et Donald Trump, c'est ça l'enseignement le plus intéressant, à Northampton, Donald Trump avait fait 49,1 et il ferait plus que 47. Donc, vous avez une déperdition électorale dans ce comté-là de Donald Trump. À Leith, donc, qui est l'autre comté qui a été vérifié, il donne une avance de 7 points à Kamala Harris, 52-45, d'accord ? En 2020, Joe Biden avait fait 53, donc Kamala Harris a 52, Joe Biden avait fait 53, mais surtout, Donald Trump avait fait 46. Là, il est à 45. Donc, on voit encore une légère rétraction du vote Trump dans ces deux comtés. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure donc de Carbon County, donc en 2020, Biden avait perdu de 32 points, ou Trump avait gagné de 32 points. Ça avait été 65,4 contre 33,3. On se rend compte que le micro-sondage aujourd'hui montre que Trump a perdu 2,5 points. C'est pas énorme, mais il est à 63. Il était à 65,4. Il est passé à 63. Mais surtout, Kamala Harris est allée chercher parmi ces ruraux blancs des nouveaux électeurs parce qu'elle passe de 33 à 37. Ce sont des chiffres, c'est une défaite évidemment, mais ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants parce que
Ça veut dire que les efforts sur le terrain, lorsqu'on revoit le nombre de meetings de Kamala Harris et des démocrates dans cette zone-là, les efforts faits de se dire on va passer moins de temps dans les grandes villes qui nous sont acquises, mais on va aller dans des lieux plus isolés, qu'on ne va pas gagner. On ne va pas gagner, on le sait, mais on va faire baisser les marges de Donald Trump avec des électeurs qui, d'habitude, lui ont permis de gagner. Parce qu'on est effectivement concentré sur les chiffres de 2016. Sur ces 50 000 voix d'écart, on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever. C'était la stratégie de Fetterman en 2022. C'est de dire, tiens, on enlève ici, on enlève là, on enlève ici, on enlève là. Et à la fin, ça permet de bien fonctionner. Donc voilà les enseignements de ces micro-sondages. Évidemment, on va suivre. Il y a un deuxième district, c'est le 11 ou le 9. On va voir lequel parce qu'il y a eu justement des redécoupages qui ont été faits, donc qui sont extrêmement importants. On va attendre évidemment ces chiffres de ces micro-sondages. On vous en parlera. Mais voilà, sur ce fameux district qui, en 2016, avait annoncé la défaite d'Hillary Clinton, en tout cas les difficultés d'Hillary Clinton, qui, en 2020, avait annoncé la victoire serrée de Joe Biden en Pennsylvanie. Il annonce une victoire de Kamala Harris en Pennsylvanie. Et vous savez comment cet État est extrêmement important dans notre calcul électoral. Allez, on se retrouve tout de suite.